Hervé, justement, vous étiez au dernier rang de cette tribune avec d'autres journalistes. Oui, toutes les radios à l'époque, et puis des confrères de presse écrite également. Nous étions au tout dernier rang. Je crois que de mémoire, c'était à 22 mètres de hauteur. Et nous avions commencé à travailler. Nous préparions le commentaire du match. J'étais sur place avec mon ami et confrère Jean-Baptiste Dumas de RTL. Nous étions tous les deux. Et puis, comme l'a bien décrit Jean-Michel, les choses se sont passées. Moi, j'ai la chance finalement de ne me souvenir de rien, de l'instant précis. Je me souviens évidemment des circonstances avant, de cette tribune qui bougeait, sans d'ailleurs que l'on se dise à aucun moment, qu'on puisse penser à aucun moment que cela pouvait s'écrouler, que cet édifice pouvait s'écrouler. Mais je me souviens surtout de cette liesse incroyable dans ce stade de Bastia, de la beauté, de la montagne, de la mer que nous voyions puisque nous étions au plus haut. Et heureusement pour moi, je ne me souviens pas de l'instant où les choses se sont écroulées. Je me suis réveillé quelques heures plus tard dans le camion des pompiers où on m'évacuait vers l'aéroport de Bastia. Et vous avez été hospitalisé pendant une semaine. Vous évoquiez le nom de votre confrère, Jean-Baptiste Dumas. Lui, il s'en est jamais remis. Lui ne s'en est jamais remis. Jean-Baptiste est tombé. Il était donc à côté de moi. Lui, il est tombé et dans sa chute, il a heurté l'un de ces tubulaires de cette tribune métallique et s'en est suivi un coma de plusieurs semaines et puis ensuite un long calvaire pour lui parce qu'il n'est jamais redevenu celui qu'il était, le garçon formidable qu'il était jusqu'à ce 5 mai 1992. Il n'est jamais redevenu ce garçon-là et il a fini par se donner la mort 2 ans et demi plus tard. Hervé Bérou et Jean-Michel Larquet, j'entends dans votre voix 30 ans après, encore l'émotion. Ça continue à vous hanter, Jean-Michel? Oui, parce que nous, 1 heure avant le match, nous sommes passés dans un petit chemin qui avait été aménagé entre la partie basse et la partie haute. On ne s'imaginait pas cela. Et puis, moi, j'avais retenu une leçon. Nous avions été un petit peu critiqués parce que quelques années auparavant, j'avais aussi vécu le drame du Heysel. Mais au drame du Heysel, nous étions parqués et on ne pouvait pas bouger. Et les événements se passaient à 90, 100 mètres de chez nous. Et on nous avait... Je n'étais que consultant, je n'étais pas journaliste, je n'avais pas les réflexes d'un journaliste. Je n'avais pas été voir. Et là, dès que la tribune s'est effondrée, alors que nous n'étions pas à l'antenne, j'avais une bouche, ce qu'on appelle une bouche, et c'était dans des escaliers qui me permettaient de descendre. Et je suis allé immédiatement voir l'indicible. C'est un fatras de poutres, de bois, de métal, des cris, des gens qui pouvaient marcher comme ils pouvaient, et puis des gens qui pouvaient plus rien faire parce qu'ils étaient morts. Et au moment où je suis remonté à ma position commentateur, PPDA, qui avait été averti de ce drame, avait donné l'antenne à Thierry Roland. Et lorsque j'ai remis mon micro-casque, parce que je n'étais pas équipé, vous le comprenez bien, Apolline, hein, j'avais pas de micro HF, rien du tout. Lorsque j'ai remis mon micro-casque, j'ai entendu la fin d'une phrase de Thierry qui dit « Ah, mais mon cher PPDA, je pense qu'il faut craindre qu'il y ait quelques blessés graves. » Et la seule phrase que j'ai prononcée au cours de cette soirée, qui a duré une éternité, puisque nous avons rendu l'antenne, je crois, vers minuit, c'est-à-dire 3h30, 4 heures plus tard, la seule phrase que j'ai pu prononcer, c'est « Thierry, je crois malheureusement qu'il y aura davantage que des blessés graves. »